comme j'ai été présenté, moi je travaille plutôt avec les communautés, donc je vais reprendre ce fil-là à partir de ça et à partir de ce qu'a présenté Andy, parce qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde. C'est ça, quand on parle de développement durable, là, on parle toujours d'environnement. Pour moi, le développement durable, ça n'a rien à voir avec l'environnement, ça a tout à voir avec les humains. L'environnement, il ne se développe pas. L'environnement, il est tel qu'il est, on agit sur ça. La question du développement durable, c'est une question de société humaine. Et c'est un problème de société. Alors, c'est déjà, je pense qu'il faut le comprendre comme ça. L'autre élément qui me... Et c'est ça, c'est pour ça que quand j'entends parler de développement durable dans le cadre du plan Nord, on va protéger 50% du territoire. Je ne comprends pas la logique dans le développement durable. Est-ce que le développement durable, c'est uniquement... je n'ai pas de présentation PowerPoint. Donc elle ne viendra pas. Mais je vois toujours l'appel à la vigilance des scientifiques. C'est ça. Donc c'est une question déjà qui m'apparaît un peu... ça parlait le développement durable, c'est pas la protection finalement de l'environnement, c'est la protection de l'environnement et de la société pour que... Et notre société, c'est donné pour les générations futures, c'est l'avenir finalement, comme le disait Andy. Alors moi, ce qui me fait peur un peu dans le développement du Nord, c'est que d'une part, on est toujours dans une logique très classique d'écoumène, région ressources. Et, alors ça, on la connaît au Québec, on a vu son impact sur la Gaspésie, on l'a vu sur la BTB pendant longtemps. Maintenant, il faut comprendre que plus au Nord, c'est encore plus compliqué. Parce que là, on n'est même plus dans une relation de région ressources où des gens ont immigré, on est dans une relation coloniale. C'est-à-dire que le nord du Québec, là, si vous ne le savez pas, c'est arrivé pour la partie sud du territoire CRI, a été donné au Québec en 1898 par le fédéral, qu'il avait lui-même acquis de la compagnie de la baie du Son. Donc, et tout ça sans demander l'avis à personne. Hein. Il y a Zebili Nungak, un Inuk qui est assez connu, qui disait, bon, mon arrière-grand-père, lui, il est né sujet de la compagnie de la baie du Son. Il s'est retrouvé un jour canadien. Il a fini sa vie comme étant québécois. On ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais su. Alors ça, c'est le contexte aussi. Et ça, c'est un contexte qu'il faut comprendre, parce qu'on ne pourra pas comprendre la question du développement durable du Nord sans comprendre la relation de ces communautés avec le territoire et avec nous. Alors, c'est un problème. Donc ça, c'est un autre élément qu'il faut... Et ça reste encore là. Le maître chez nous, là, qui a existé au Québec, ou Nunavik, c'est un mot qu'on entend en Inuktitut. La volonté de contrôler le développement de la région, c'est quelque chose de très fort. Vous avez entendu parler peut-être du référendum sur un nouveau gouvernement régional du Nunavik là, qui a eu lieu en 2007. Non, c'était pas 2007, c'était 2011. 2007, c'était l'entente. Il y a eu un vote contre ce nouveau gouvernement régional et en fait, sur la base que c'était perçu comme une façon pour le Québec de prendre le contrôle de cette région-là. Donc cette volonté dans les communautés est encore très forte de dire on est chez nous. Et si vous allez à Puvunituk, qui était un village inuit sur la baie du Son, le premier signe que vous voyez en entrant ici, vous entrez sur le territoire des Inuits de Puvunituk. On n'a jamais sélectionné, parce que dans la Convention de la baie de Gem, il fallait sélectionner des terres, on n'a jamais eu besoin de sélectionner des terres, toute la terre nous appartient. Bon, alors c'est ça, donc on est quand même, et ça c'est quelque chose qui est assez présent dans le Nord. L'autre chose qui m'inquiète beaucoup dans cette question de développement du Nord, c'est la question, on parle de la base du développement du Nord pour l'instant, là, c'est l'industrie minière. Le plan Nord, finalement, c'était une façon de capitaliser sur un développement minier. Développement minier qui n'est pas contrôlé. Le Québec est sur un régime libre de mines, free mining, je ne sais pas la traduction exacte en français, c'est-à-dire que n'importe qui répond aux critères de la loi, qui investit assez d'argent, peut développer une mine, qui respecte les évaluations environnementales, etc., peut développer une mine. Donc il n'y a pas de contrôle là-dessus. Il y a un contrôle en termes d'impact sur l'environnement, il y a un contrôle en termes d'investissement, mais on ne peut pas empêcher une minière d'ouvrir une mine. Et ça, c'est ce que vivent les Inuits. Par exemple, il y a une communauté au Palu qui sont 120. Okay. Océanique a un claim minier, là. Ils veulent le développer. À côté de la communauté. Ils prévoient l'exploitation de fer, là, c'est ça, et donc ils prévoient un camp minier de 1000 personnes, à côté de 120. Ça va être quoi l'impact de ça? Là, pour l'instant, il y a eu
Et c'est pas que personne ne veut mal agir là-dedans. Là. Ça, la minière est venue, justement, ils ont envoyé une équipe pour essayer d'évaluer le potentiel pour la construction de l'usine. Ils sont arrivés dans la communauté, ils ont vidé la coop entièrement de toute la nourriture. Parce que dans le village du Nunavik, il y a une coop qui est livrée une fois par semaine de nourriture fraîche. Ça fait que s'il y a 20 travailleurs qui arrivent dans une communauté comme ça, qui vont tous acheter leur nourriture fraîche, il n'y en a plus dans la communauté pour une autre semaine. Alors ça, c'est aussi une partie, c'est des éléments qu'il faut connaître quand on va travailler dans le Nord. Et donc c'est ça, et ce développement minier, en fait, la seule chose qu'il contrôle, c'est le marché. C'est-à-dire que tant qu'il y a une demande de la Chine, les mines vont se développer. Le jour où ça va baisser, et c'est en train de baisser un peu, les mines vont ralentir, ou vont arrêter, ou vont fermer. Et ça, il y a des exemples. Là, au Nunavut, là, qui est plus au nord que le Nunavik au territoire du Québec, il y a une mine qui est une mine de diamants qui a ouvert pendant 6 mois. On avait promis 20 ans. Au bout de 6 mois, la petite compagnie n'avait plus assez d'argent pour faire tourner la mine, ils l'ont fermée. Donc ça, et ça, personne ne le contrôle, ni les gouvernements, ni les communautés. Seul le marché détermine les investissements. Et c'est ça un peu le... Alors, une mine, par définition, c'est pas durable. C'est pas durable parce que ça exploite une ressource qui ne sera pas remplaçable dans notre échelle géologique, forcément. Ça ne veut pas dire que c'est mal, comme le dit Andy, c'est pas nécessairement mal, mais en soi, il faut comprendre qu'on ne le fera qu'une fois. Donc l'idée maintenant, comment est-ce qu'on va le faire? Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on rend une mine durable? C'est ça la première question. Et comment on rend une mine durable? On la rend durable quand elle redonne à la communauté et qu'elle lui permet de se développer autrement que pour la mine. Parce que la mine, elle va fermer. Ça aussi, on le sait. Elle va fermer dans 6 mois, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, peut-être, mais elle va fermer. Forcément, elle fermera. Qu'est-ce qu'on fait quand la mine ferme? Alors, là, on connaît les régions ressources, on connaît ce qui s'est passé en Abitibi, à Meadowville, en Gaspésie. C'est quoi l'impact sur les communautés? Puis là, l'autre élément qu'il va falloir comprendre dans le Nord, c'est qu'en Abitibi, c'est des gens qui peuvent encore se déplacer, même si c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est des travailleurs qui sont déplacés pour aller dans les mines, ils se redéplaceront peut-être. Mais je ne pense pas que les gens de Salouit, quand Irsuiwa, quand Raglan va fermer, ils ne vont pas bouger. Ils vont rester là. Ils vont rester là, mais ils n'auront pas les revenus de la mine. Ils n'auront plus ça. Ils n'auront plus ce travail-là. Alors, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est comment une mine peut, à long terme, contribuer à la durabilité de la communauté. Et puis la façon dont elle peut contribuer, c'est l'éducation, par exemple. C'est-à-dire, et pas la formation, là. Pas la formation. Oui, ça prend, on va former des gens pour travailler dans les mines, il en faut. Mais il va falloir former aussi des gens à être autre chose que des mineurs. Il va falloir offrir l'ensemble de l'éducation. Et puis ça, si vous ne le savez pas, par exemple, dans le nord du Québec, il n'y a pas le nord du Québec, le Nunavik n'a pas d'institution postsecondaire. C'est-à-dire, quand vous êtes au Nunavik, vous finissez au secondaire, et ensuite, il faut descendre dans le sud. Les taux de graduation sont extrêmement faibles. Il y a 2% des Inuits en fait des Inuits sur l'ensemble du Canada, c'est encore plus bas au Nunavik, qui ont un diplôme d'études postsecondaires. 2% contre 21% pour le reste de la population. On n'est pas dans les mêmes niveaux. Puisqu'on est dans les statistiques aussi, pour comprendre ça, l'espérance de vie d'un Inuit au Nunavik, 15 ans de moins. Taux de mortalité infantile 4 fois plus qu'au reste du Québec. Taux de suicide 4 fois plus. Alors ça, c'est des chiffres, et ça, c'est la réalité des communautés. Alors, et c'est ce qu'on appelle le présent. Alors, le présent, il ne faut pas rester pris là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'espoir dans les communautés, il y a beaucoup de jeunes, et ça, c'est quelque chose qui va permettre d'aller de l'avant. Mais justement, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que le développement, qui est un développement qui vient des marchés, qui vient du Sud, les marchés, c'est le Sud, même si c'est la Chine. La Chine est au sud du Nunavik de toute façon. Mais c'est surtout un développement qui n'est pas contrôlé. Ça, c'est l'autre élément, c'est un développement complètement exogène. C'est-à-dire que le développement minier, tant qu'il se fait en respectant les lois du Québec, il pourra aller de l'avant. Et donc les communautés ont peu de moyens de l'arrêter. Elles ont certains moyens, là, avec la Convention de la baie James, ça leur donne... ils peuvent aller en cours sur le non-respect de droit, mais ça reste quand même assez difficile. Ça prend de l'argent. Oui, 2 minutes, c'est ça? Alors maintenant, c'est ça. En fait, j'avais commencé à partir sur ma conclusion au milieu de ma présentation. C'est ça, de partir sans notes.
ouais, l'autre élément que je voulais aussi amener, c'est ça. C'est que dans le développement durable, on s'aperçoit que les communautés sont centrales dans le développement durable. Il y a un écologiste qui a écrit il y a assez longtemps, qui s'appelle Dasman. Lui, il différenciait deux types de populations. Il appelait les populations d'écosystèmes et les populations de la biosphère. Il disait, les populations d'écosystèmes, elles vivent sur un écosystème donné. C'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres, mais ils ont intérêt à le protéger, parce qu'ils tirent leur subsistance de cet écosystème. Et il y a des populations de la biosphère, ceux qui tirent leurs ressources de l'ensemble du monde. Ben, quand on tire ces ressources de l'ensemble du monde, s'il n'y a plus d'une ressource à un endroit, on va la chercher ailleurs. Il n'y a pas de problème. Bon. Nous, on vit clairement on est des populations de la biosphère. C'est-à-dire que si le blé, s'il y a trop de pluie au Manitoba, on ira chez notre blé en Russie. C'est pas grave. On mangera du blé. Dans le Nord, ils sont intégrés à l'économie de marché, mais une grande partie de l'économie, c'est ce que Andy appelait l'économie traditionnelle. Moi, j'appelle l'économie de subsistance, c'est-à-dire que vous allez dans une communauté comme Quartac, vous allez dans la coop, là, vous avez 3 vieilles salades qui sont en train de se flétrir, des boîtes de conserve, du poulet en conserve. C'est pas là que vous mangez. Hein. C'est pas là que la communauté de sa subsistance, c'est du caribou, c'est des belugas, c'est de l'ombre de l'Arctique. C'est ça qui amène de la nourriture. Et donc, c'est des populations qui sont encore en lien avec leur territoire. Et donc, ont intérêt de le conserver. Alors, c'est pour ça qu'à mon avis, la solution du développement du Nord, hein, c'est le contrôle par les communautés de ce développement. Il faut que c'est elles qui vont subir l'impact. Les mines vont être à côté des communautés. Il faut qu'elles aient un contrôle. Quand il n'y a pas de contrôle, c'est là où on a des effets dévastateurs. Et ça ne veut pas dire l'arrêt du développement. Les communautés, ça c'est l'autre élément, ils veulent travailler. Il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes ont des iPods, ils n'ont pas d'iPhone, ça ne marche pas là-haut. Mais ils ont la télévision, ils sont dans la société de consommation. Mais en même temps, ils ont un lien avec leur territoire, et leur tradition, et leur culture. Et ça, ils ont une modernité, mais qui n'est pas la nôtre. C'est ça. Et il ne s'agit pas de leur imposer. Et c'est ça, dans le développement du Nord, il va falloir repenser le développement du Nord, non plus par rapport aux besoins du Sud uniquement, mais par rapport aux besoins du Nord. Et besoins du Nord, ben, je vous les ai donnés là. Au logement, j'ai oublié de parler de ça. Taux de logement surpeuplé au Nunavik, c'est 44%. 3% pour le reste du Canada. Des logements surpeuplés, ça crée toutes sortes de problèmes en termes de développement durable. Ça, c'est des investissements qu'il va falloir faire. Alors, il va falloir, s'il y a des minières qui montent dans le Nord, il y en a qui commencent à monter, il va falloir qu'elles investissent là-dedans. Dans l'éducation, dans le logement, ça c'est la base, si on veut aller plus loin. Donc ce serait ça mon message que je préfère. Le développement durable, c'est renforcer des communautés. Et à partir de ça, on pourra penser le Nord, non pas à protéger 50%, mais s'assurer qu'il y a un Nord vivable et viable pour longtemps. Merci.